sa suppression ne fait pas l'unanimité. Mais je ne pense pas que ce soit le probatoire qui soit un problème pour notre système éducatif. C'est dimanche et comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec votre émission Scène de presse. Lorsque nous recrutons les enseignants, ils vous disent qu'ils peuvent travailler partout. Pourquoi arrive-t-il qu'une fois qu'ils sont recrutés, ils commencent à penser que l'endroit où ils sont n'est pas le bon endroit? C'est bien d'utiliser tous ces mots qui peuvent mettre à mal notre pays. Mais sauf que quand ces choses commencent, on ne sait jamais quand elles finissent. Et il appartient au peuple camerounais de se mobiliser pour que cette triste dessein ne puisse pas aboutir. Je pense que les Camerounais meurent beaucoup plus d'autres maladies. Je pense que psychologiquement, nous devons être préparés à vivre avec. Scène de presse, c'est votre plateforme de débat dominicale sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. Prenez rendez-vous tous les dimanches après le téléjournal en langue française. Vous avez rendez-vous avec votre émission Scène de presse. À tout de suite. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition de Scène de presse. Sur le plateau avec moi, Jean Tchomelou, secrétaire général du Social Democratic Front. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. En face de vous, Jean-Baptiste Atomengue, qui est le communiste. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucrèce, bonsoir mon homonyme au secrétaire général du SDF. Messieurs, nous scrutons ce soir l'avenir du Social Democratic Front, le parti de la balance, qui vient de tenir une session de son comité exécutif national. Ce parti fait face à des débâcles sur le plan politique. 3% pour son champion à la présidentielle de 2018, une seule mairie dans son fief à l'issue des municipales de 2020, des fissures internes, un électorat fortement disputé. Le parti de Ni John Frundi peut-il survivre à son créateur qui a annoncé sa retraite? Question sur la table du débat ce soir. En deuxième partie, le décryptage. Nous recevons ce soir David Aboué-Machoï, le membre de la Commission nationale de bilinguisme et du multiculturalisme, vient tirer la sonnette d'alarme alors que le discours haineux et la xénophobie gagnent du terrain dans notre pays. Il sera entretenu par Albert Ndje Bondé, chef du service politique au poste national de la CRTV. Mais avant, place à la revue de presse de Franck Evina sur les défis du SDF. À tout de suite. Le SDF entre guerre de clans et difficile reconstruction. Dans le jour du 16 mars, la discorde, née de la pétition d'un groupe de députés s'étant indigné à la suite de la sortie de certains membres du Congrès américain dans l'optique d'empêcher le rapatriement de certains Camerounais en situation irrégulière, évoquant un environnement sociopolitique qui rendrait leur retour dangereux. Le quotidien Bleu indique que le premier vice-président du Social Democratic Front, qui fait partie des signataires de la pétition du 22 février dernier avec certains parlementaires RDPC et qui qualifiait ses remarques sur le Cameroun d'hostile et désobligeant, a été désavoué par son parti. Une thèse partagée par le Messager du 15 mars. Le journal explique qu'au cours de la réunion du National Executive Committee du 13 mars dernier, le NEC a demandé aux députés SDF signataires de cette pétition en direction du Congrès américain de retirer leur signature. Mais le premier vice-président n'entend pas se laisser faire d'après mutation du 16 mars qui signale que le parlementaire est revenu à la charge. L'anecdote voit au-delà de tout une guerre de dauphins au sein du Parti de la Balance pour la succession de Ni John Frundi. Soupçon de guerre de succession exprimé aussi par le journal L'Émergence et par The Guardian Post, avec en face de l'honorable Joshua aussi l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui traite son camarade de traître.
L'actualité au SDF également dans ce numéro spécial du magazine BTP Afrique, édition spéciale centrée sur le Cameroun, son président, les autres acteurs de la scène politique nationale et les membres du gouvernement. Le journal de Pierre Kwom Ekwane passe aussi au scanner la riposte nationale contre la pandémie du coronavirus, des centres de prise en charge spécialisés et un dispositif de testing renforcé. Mention spéciale pour la première dame du Cameroun, Chantal Biya, toute une vie dans l'humanitaire. La revue de presse était Sur la scène. Monsieur le secrétaire général du SDF, le chairman a officiellement annoncé sa retraite. Le vice-président qui, au dire d'une certaine opinion, représentait l'espoir du parti est quelque peu chahuté aujourd'hui. La base électorale est en déclin. L'électorat est très disputé. Le SDF peut-il survivre à ce vent que nous ne voulons pas qualifier sur ce plateau? Vraiment, merci beaucoup. Le SDF n'a pas de problème en tant que tel. Le SDF a des textes. Nous avons nos statuts. Et la convocation du Congrès est bien définie à l'article 12 de nos statuts. Le chairman Nijon Frundi, lors du dîner de presse le 11 février 2021, a annoncé à la presse qu'il ne sera plus candidat pour diriger le parti. Et quand il le dit, c'est compte tenu de son âge, parce que le chairman va célébrer ses 80 ans le 7 juillet 2021, il aura 80 ans. Et le chairman a estimé que la politique, c'est sur le terrain et que lui, à cet âge, il ne peut pas aller encore faire le tour du Cameroun comme il a fait. Pendant 31 ans, il a fait le tour du Cameroun pendant 21 fois. Et actuellement, il ne peut pas le faire. Et il estime que la politique, c'est sur le terrain. Et que l'âge, il a pris de l'âge, il faudrait qu'il laisse la direction du parti à la nouvelle génération. Et au sein de notre formation politique, les candidatures ne sont pas encore déclarées. C'est des spéculations qui sont en train d'être faites à gauche et à droite. Et je crois que le moment venu, les militants du SDF vont se prononcer qui pourra le remplacer. Oui, là vous avez évoqué les raisons pour lesquelles le chairman décide de ne pas faire acte de candidature lors du prochain congrès, mais au moment où il fait cette déclaration, le parti traverse quand même une période assez difficile. On le disait il y a quelques instants, le parti a enregistré beaucoup de défaites sur le terrain politique. À l'intérieur, on note quelques dissensions. La question que nous vous posons, c'est celle de savoir si le parti pourra traverser ce vent, notamment sur le plan des batailles politiques. Oui, au lendemain de l'élection présidentielle, je crois que comme vous venez de relever, notre cote a beaucoup chuté et nous avons reconnu, et je l'ai fait personnellement lors d'une conférence de presse que j'ai tenue au lendemain de l'élection présidentielle, c'était le 21 novembre 2019. J'ai tenu une conférence de presse dont j'ai demandé officiellement au nom du comité exécutif national pardon au peuple camerounais parce que le SDF constituait l'espoir de la démocratie au sein de notre pays et les Camerounais attendaient beaucoup de notre formation politique et nous n'avons pas, l'appareil n'a pas bien fonctionné. Il y a eu beaucoup de choses et nous avons reconnu cela au lendemain de la présidentielle et nous avons fait notre meilleur. Au lendemain de la présidentielle, votre champion a obtenu 3% des suffrages valablement exprimés. Oui, c'est ce que je reconnais et je reconnais que c'était vraiment en deçà parce que pour la première fois, nous sommes sortis 4e derrière 2 autres candidats et nous avons chuté et nous avons reconnu vraiment cette défaite. Alors qu'en 92, vous étiez à 36%. À 36%. Nous avons reconnu cela et nous avons fait l'autopsie des causes réelles de notre échec et nous avons vu ce que nous devons faire et nous pensons que nous devons passer à la refondation de notre parti et que nous devons passer à notre SDF originel. Nous avons reconnu cela et nous avons demandé pardon au peuple camerounais et nous avons commencé un travail sur le terrain, à savoir la restructuration de notre parti, la refondation au niveau de la base de notre parti. Refondation, restructuration, Jean-Baptiste Atemengue, vous pensez que c'est possible au sein du SDF?
Alors, je crois que c'est difficile, c'est possible, tout est possible en politique, mais vous m'avez dit que vous étiez pessimiste. Je suis pessimiste parce que vous avez rappelé de 90 à nos jours la baisse de la représentativité du SDF au niveau du champ politique camerounais. Il y a surtout l'expérience de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire que le SDF quelque part a participé avec les autres partis représentés à l'Assemblée nationale ou au niveau des exécutifs municipaux à l'exercice du pouvoir. Et dans un contexte où la radicalité est demandée, où la contestation aveugle parfois est synonyme d'opposition, le SDF est, je crois, entre l'étau et l'enclume, c'est-à-dire que, comme partout dans le monde d'ailleurs, il y a une montée des extrêmes. Nous le vivons ici au Cameroun et nous avons des partis de gouvernement. Mais politiquement, je pense que nous avons la démocratie camerounaise a besoin de partis de gouvernement, de partis responsables, de partis républicains. Donc toute la démocratie camerounaise a intérêt à ce que le SDF, cette marque qui existe aujourd'hui, qui est établie, tant au niveau national qu'international, puisque le SDF est membre de l'Internationale socialiste, que ce parti qui a déjà une certaine culture républicaine se remettre debout. J'espère qu'ils vont y arriver. Alors, monsieur le secrétaire général, vous avez écouté Jean-Baptiste. Est-ce que votre parti est face à un dilemme par rapport à son positionnement dans le contexte camerounais qui est le nôtre actuellement, c'est-à-dire redevenir un parti contestataire et peut-être céder donc à la radicalité ou alors rester, comme il le dit, un parti de gouvernement, un parti républicain? Est-ce que vous êtes face à un dilemme? Nous ne sommes pas face à un dilemme. Vous savez que nous avons une difficulté dans notre base traditionnelle qui est le nord-ouest et le sud-ouest. Vous savez que c'est notre base traditionnelle et que depuis le déclenchement de la crise dite anglophone, nous avons des difficultés à mener nos activités normalement dans ces régions. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les comités exécutifs dans ces régions ne fonctionnent pas. Parce que l'insécurité y est vraiment grandissante. Voilà l'une des causes qui est à l'origine de notre baisse. Sans compter des causes que nous reconnaissons. Je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant sur cette cause que vous avez évoquée, la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous dites que vous ne parvenez pas à mener vos activités dans ces régions, mais à côté, vos adversaires, eux, parviennent à mener les activités, le RDPC en l'occurrence. Comment est-ce que cela se fait, alors que c'est votre base électorale? Est-ce que vous avez vraiment besoin de mener une campagne dans cette base électorale? Et c'est là où se trouve le problème de notre pays. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'honorable Mbandampe, à son âme aujourd'hui, a subi les attaques sécessionnistes dans le nord-ouest pendant la dernière élection. Il n'y a que mes parlementaires et mes maires qui sont attaqués dans ces deux régions. On ne sait pas si c'est un problème qui est dirigé exclusivement contre les militants de mon parti. Et vous n'êtes pas également sans ignorer que mon président national, le Tchemani John Trundi, a été kidnappé à plusieurs reprises par ces sécessionnistes dans ces régions et qu'actuellement, mener l'activité, même lui-même faire le tour dans cette région est impossible. Donc, je ne comprends pas pourquoi ce n'est que le SDF qui est ciblé. Depuis, eux, ils demandaient toujours au SDF de quitter le Parlement. Depuis qu'ils ont pris tout le Parlement, on ne demande plus aux parlementaires aujourd'hui, qui sont tous du RDPC, de quitter le Parlement. On ne sait pas si c'était de l'acharnement ou c'était un plan pour déstabiliser notre formation politique dans ces régions. Toujours en rapport avec cette crise, M. Jean-Baptiste Atemengue, je viendrai à vous dans quelques instants, toujours en rapport à cette crise, on semble également, une certaine opinion semble également reprocher au SDF le discours qu'il a tenu par rapport à cette crise lorsqu'elle a commencé, ou plutôt la gestion que le SDF a fait de cette crise. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Nous avons géré la crise comment? Nous avons demandé que soit déposé sur la table du Parlement le problème, que nous puissions les discuter, pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Ça n'a pas été respecté. Ça, c'était notre doléance, c'était la préoccupation de notre parti. Et les Camerounais savent que depuis la création de notre parti, nous sommes pour le fédéralisme. Et nous restons pour le fédéralisme.
Ça, c'est l'option politique du SDF et c'est notre offre que nous présentons toujours à toutes les élections, à savoir le fédéralisme est la meilleure forme de gouvernance pour nous. Les autres sont pour la décentralisation. C'est leur option politique. Alors, Jean-Baptiste Atemungue, vous avez écouté le secrétaire général du SDF il y a quelques instants. Est-ce que vous pensez que le SDF peut renoncer à son positionnement qui lui a valu des lauriers jusqu'ici et céder à la radicalité? Et sur la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest précisément, je crois que le SDF a quand même commis quelques erreurs stratégiques. Alors, historiquement, ils ont toujours été fédéralistes, mais leur suffrage d'avant la crise n'était pas validé par ce critère d'être fédéraliste. La preuve, ils ont souvent eu des élus en dehors de ces deux régions, dans le littoral, à l'ouest, et ont souvent recueilli beaucoup de suffrages, y compris ici au centre et dans d'autres régions. Et ces suffrages ne s'exprimaient pas en leur faveur parce qu'ils étaient fédéralistes. Mais dès l'arrivée de cette crise politique majeure, je crois que on a vu à l'Assemblée, effectivement, le vice-président Joshua aussi essayer de rattraper et de montrer qu'il est un vrai défenseur avec le groupe parlementaire SDF de cette cause fédéraliste. Mais l'extrémisme ayant gagné du terrain, il y en a qui ne sont plus à la phase du fédéralisme. Ils préconisent la sécession, la séparation. Et là, aucun Camerounais, ni du nord au sud, de l'est à l'ouest, y compris la majorité des populations, la très large majorité des populations de ces deux régions. Vous voulez dire que le SDF paye un peu le prix de quelques atermoiements par rapport à cette crise-là? Je crois qu'il y a eu beaucoup d'hésitations et des hésitations qui n'ont pas permis à l'ensemble de la nation, pas qu'au SDF, parce que cela n'a pas été, à mon avis, favorable à la gestion globale de la crise, ce positionnement. Et je crois que c'est pour tirer les leçons, par exemple, que le vice-président aujourd'hui fait son travail parlementaire pour dire qu'après tout, quels que soient les positionnements politiques internes des uns et des autres, défendons d'abord la nation de façon globale contre le terrorisme, contre ce qui n'a plus rien à voir avec la cause, l'objet d'un parti politique camerounais qui veut participer à la gestion politique du pays. Monsieur le secrétaire général? Oui, je voulais relever quelque chose de très important. Et qui est la position officielle de notre parti? Nous ne sommes pas pour la sécession. Nous sommes pour le fédéralisme. Et le fédéralisme, ce n'est pas la sécession. Ça doit être clair. Nous sommes pour un Cameroun dans son ensemble. On est d'accord. Donc, ce n'est pas que... Parce qu'il ne faut pas qu'on prête à équivoque notre position. Nous sommes pour le fédéralisme qui n'est pas la sécession. Nous sommes d'accord, mais sauf que vos victoires politiques passées ne dépendaient pas de ce positionnement. Mais aujourd'hui qu'il y a cette crise majeure, je suis d'accord. C'est pour ça que vous vous plaignez du harcèlement de vos élus. Je suis d'accord. Parce que les extrémistes veulent vous faire changer de position. Pourquoi ce chantage ne reste qu'au SDF? Pourquoi ce n'est que le chairman Ni Johnson qui est kidnappé alors qu'il y a des autres élites, ministres et autres dans cette région? Pourquoi Je pense que les positions des militants du RDPC de ces deux régions sont claires. Ces militants sont unionistes, sont pour la décentralisation. Un point, c'est tout. Donc, on connaît leur position. Vous voulez dire que votre message passe mieux que celui du SDF dans la base électorale du SDF, dans le fief du SDF? Je crois que vu les souffrances et les pertes en vies humaines que nos frères et sœurs de ces deux régions subissent, ils préfèrent plutôt revenir à une position de dialogue, de réconciliation au sein des valeurs que nos pères fondateurs ont laissées, c'est-à-dire un État unitaire décentralisé depuis 1996, revalidé à nouveau lors du grand dialogue national, grand dialogue, heureusement, auquel a pris part le chairman et tous les responsables du SDF. Je crois qu'il faut poursuivre dans cette résistance et nous louons
cette position de dialogue. Tout en sachant que les Camerounais, dans leur immense majorité, n'apprécient pas les positions extrémistes. La preuve, c'est que l'UNDP, lors des dernières élections, certes, c'est notre allié lorsqu'il s'agit des élections présidentielles, ils soutiennent le président national, chef de l'État, mais lors des municipales et législatives, chacun a défendu sa boutique. Et vous avez vu qu'ils ont fait de très bons scores parce qu'ils ont su garder leur identité malgré leur volonté de travailler avec tous les autres partis politiques de la majorité. Et je pense que la position du SDF doit être confortée en se disant que l'immense majorité, y compris dans vos fiefs du nord-ouest et du sud-ouest, n'est pas pour l'extrémisme et est pour une nation qui s'entend et qui dialogue. Est-ce que vos militants, à un moment donné, un peu entre le marteau et l'enclume, est-ce que vous pensez que c'est ce qui peut expliquer la débâcle du SDF dans ce fief, au point de n'avoir, par exemple, qu'une mairie dans son fief traditionnel? Au lendemain de cette élection, nous avons évalué l'élection. Quand on parle, il n'y a pas eu élection dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je prends une seule circonscription comme la circonscription de Bali. Il y a eu moins de 400 votants, dont le député de là est élu par moins de 400 personnes, alors que c'est une circonscription de près de 40 000 électeurs. Il y a eu beaucoup de choses. L'élection n'a pas eu lieu dans ces régions. C'est l'armée qui est allée voter, c'est l'administration qui est allée voter. Il y a eu beaucoup de choses, ne rentrons pas là-dedans. Mais et c'est tout ça qui peut expliquer. Nous avons reconnu que nous en avons nos causes. Et c'est pour ces raisons qu'au début de cette émission, j'ai commencé par demander pardon au peuple camerounais et que nous allons renaître notre parti par rapport à l'idéologie que nous avons conçue depuis la création de notre parti le 26 mai 1990. Nous allons rentrer à la refondation de notre parti, nous allons restructurer et nous allons nous relever. Alors vous parlez de refondation et de reconstruction. Je voudrais que nous restions encore, si vous le permettez, au niveau des causes. C'est vrai que la vie de tous les partis politiques est assez dynamique, mais on a quand même observé qu'au fil des ans, le SDF a perdu en chemin beaucoup de cadres. Beaucoup de founding fathers sont partis. Est-ce que cela ne peut pas aussi expliquer la situation dans laquelle le SDF se trouve aujourd'hui, le fameux article 8.2 qui a fait beaucoup d'exclus? L'article 8.2 est mal interprété par les Camerounais. Donnez-moi les noms des militants qui ont été exclus. Qui a été exclu? Les militants ont démissionné, comme les militants démissionnent des autres formations politiques. Peut-être qu'ils ont été poussés à la démission. Ils n'ont pas trouvé leur intérêt. Vous savez que 30 ans d'opposition, ce n'est pas facile. Pour quelqu'un, rester pendant 30 ans, quand il entre en politique, peut-être il espère être maire, il espère être député, il espère être Premier ministre et tout, mais attendre pendant 30 ans. Quand on commence par Souleymane Mohamed, qui était le premier vice-président, il a démissionné. Madadi a démissionné. L'honorable Kwemo a démissionné. Il a écrit, il est parti du parti pour aller créer son parti. Célestin Djamay a écrit, il est parti. Ça fait beaucoup. Ils n'ont pas été traduits en conseil de discipline. Ça fait beaucoup quand même qui ont quitté le bateau. Ça fait beaucoup. Est-ce que cela ne peut pas expliquer, comme je le disais il y a quelques instants, est-ce que cela ne peut pas expliquer la situation dans laquelle le SDF se trouve aujourd'hui? Je ne crois pas. Parce qu'ils sont partis, d'autres sont revenus. Je suis entré au SDF. À l'époque, j'avais quel âge? J'avais 26 ans. Je suis élu député à l'Assemblée nationale à 26 ans, au sein de notre formation politique. Je suis resté jusqu'à aujourd'hui. J'entre comme secrétaire de ma cellule. Je suis aujourd'hui secrétaire général de notre formation politique. Donc, je suis un enfant qui a grandi dans la chaîne. On vous félicite pour ce parcours, monsieur le secrétaire général. Alors, Jean-Baptiste Atemengue, monsieur le secrétaire général, parlait tout à l'heure de 30 ans de combat pratiquement pour le chairman. Et lorsque nous préparions cette émission, vous nous avez confié que ces exclusions ou alors ces démissions qui ont été enregistrées dans les rangs du SDF devaient arriver parce que le chairman devait consolider son leadership.
Nous, de l'extérieur, il est évident que, tel qu'on a observé les choses dans les années 90, que beaucoup de membres fondateurs misaient sur un passage éphémère du chairman à la tête du SDF. Et lorsque ce qu'ils escomptaient n'est pas arrivé, et le chairman a su défendre le parti et son leadership. Donc, il est évident que dès le début, certains ont été déçus. J'ai observé au niveau de la diaspora à l'époque, c'est-à-dire en dehors de Célestin Djamen, le secrétaire aux affaires économiques Chrétien Tabetine, qui pesait très lourd au niveau de la France, pensait qu'il pouvait immédiatement et très rapidement succéder au chairman. Il avait exprimé sa candidature. Après, c'était le tour de Célestin Djamen, mais à force d'attendre effectivement d'abord pour prendre le relais du chairman en interne, ils ont fini à un moment par succomber à la tentation d'aller se chercher ailleurs. Donc, ça fait aussi partie de la vie d'un parti Absolument. politique. Et aujourd'hui, malheureusement, moi je pense que le chairman a fait ce qu'il a pu. Il a fait émerger un jeune parti. Je crois qu'il part de la tête de ce parti vidé un peu de sa substance. C'est aux équipes qui prétendent à sa succession d'imaginer les voies et moyens de reconstruire un nouveau parti qui a une marque déposée, une marque bien connue, tant au niveau national qu'international, en espérant que leurs rivaux dans l'opposition, et nous-mêmes, nous ne dormons pas. Alors, justement, la question, c'est donc de savoir si le SDF peut convaincre à nouveau. C'est cette question que nous avons posée aux éditorialistes et c'est la rubrique édito, vous l'avez bien compris. S'il y a un leader qui peut prendre les choses comme ils ont fondé en avant, à l'époque, moi je sais que le SDF va encore mobiliser les gens, les militants, partout le territoire du Cameroun. Il faut que le SDF introduise les réformes. Il faut un mobilisateur. Avant que le SDF atteigne le niveau qu'il était en 90, il a fallu un mobilisateur comme Fondi. Biya Mosgo ne peut plus constituer un discours politique aujourd'hui. Maintenant, ce que les Camerounais veulent, pour qu'il y ait une mobilisation des populations en faveur du SDF, il faut quelque chose de nouveau. Il ne faudrait plus qu'on nous rabatte les oreilles des discours vaseux et qui ne se fondent pas sur une idéologie. Si par hasard, un autre grand mobilisateur comme Nietzsche arrive en tête des SDF, le parti va prendre une allure peut-être inattendue. Le problème d'anglophone, c'est a bien affecté le parti, particulièrement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais quand il fait l'élection et voir quelqu'un qui est fort comme Frondi, j'espère que le SDF va encore venir comme le premier parti opposant du Cameroun. Avec le contexte de crise politico-sécuritaire qu'on vit dans le nord-ouest, le SDF n'a pas tous les moyens de se déployer pour faire valoir, n'est-ce pas, ses vues et pour appliquer peut-être son idéologie. C'est pour cela que, actuellement, le contexte politique défavorise le SDF. Monsieur le secrétaire général, il y a le contexte, il y a surtout des jeunes loups aux dents bien longues, il y a le MRC qui pioche dans votre électorat. Comment vous voyez l'avenir face à un parti comme celui-là? Je ne veux pas parler de cette formation politique ou bien d'autres formations politiques. Je veux tout juste aller dans la vision de notre parti.
nous piochons aussi dans leur camp parce que ce n'est pas seulement eux qui prennent chez nous, nous prenons aussi chez eux. Ce que je peux dire... Si on prend l'électorat de l'Ouest, on a quand même l'impression que vous vous disputez particulièrement cet électorat-là. Je crois que pour le moment, c'est un peu très discutable parce que lorsque nous prenons l'Ouest, dont je suis natif, prenons les responsables politiques parti par parti. Je suis à l'Ouest. Le sénateur Sonke est à l'Ouest. Tchatchang est à l'Ouest, vice-président de l'Assemblée nationale. Taingeko à l'Ouest. Nyang est à l'Ouest. Voilà les cadres du SDF au niveau de l'Ouest qui ne sont pas des cadres bien connus sur la scène politique nationale. Les autres partis politiques regardent aussi leur fichier politique. Qui est dans ce fichier politique au niveau de la région de l'Ouest? Je suis natif du département des Bamboutos. Est-ce que vous pouvez me donner le cadre ou les cadres des autres formations politiques, leaders de l'opposition dans notre département? Donc vous pensez que vous n'avez pas été supplanté par le MRC? Vous ne pouvez pas le dire. Nous avons notre problème que nous sommes en train de régler. Et c'est pour cette raison que le comité exécutif national a mis sur pied 2 commissions pour nous qui sont très importantes, la commission réconciliation et la commission action. Et ces 2 commissions sont en train de faire un travail très efficace sur le terrain. Je viens de constater, un travail de reconquête de l'électorat sur le terrain. Je viens de voir tout à l'heure, à Bafoussam 2e, Thio Village, lorsque j'ai vu la mobilisation d'une cellule aujourd'hui sur le patronage du maire Taingeko sur le terrain, j'ai compris que le SDF est encore sur le terrain. Et dimanche prochain, je vais réunir tous les militants du département des Bamboutos. Et nous comptons sur la région de l'Ouest, comme vous m'avez posé la question, qu'à la fin de cette année, que nous ayons déjà toutes les listes dans les 40 communes et les 25 sièges de députés. Parce que l'une des causes de notre échec, c'est que nous nous sommes rendus compte que c'est quand on convoque le corps électoral qu'on commence à préparer l'élection. Mais l'élection aura lieu en 2025. Or, il faut entretenir l'électorat. Nous voulons, à partir de maintenant, à partir de dimanche prochain, nous voulons déjà ficeler notre calendrier, faire un timing, commencer déjà à recruter, préparer déjà les inscriptions, voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons faire tout cela. Parce qu'on nous a toujours reproché que nous ne participons pas aux inscriptions, nous ne participons pas à la mobilisation des militants et nous pensons que nous devons... Est-ce qu'il fallait passer par tous... Un parti qui a plus de 30 ans, est-ce qu'il fallait passer par ces épreuves-là ou alors ces éléments qui me semblent plutôt ordinaires dans la vie d'un parti pour reprendre du poids de la bête? Lorsque vous militez dans une formation d'opposition, que vous voyez les entraves de ces gens du RDPC, ce n'est pas facile. Nous luttons sur plusieurs fronts. D'abord, le code électoral qui est pour nous un véritable problème. On lutte, on est sur le terrain. Ce n'est pas facile, mais nous avons pris conscience. Ce code électoral ne vous a pas empêché jusqu'ici de gagner lors de certaines consultations électorales. C'est un autre débat, madame. C'est vous qui l'évoquez. Et je crois que très prochainement, il faudrait que nous essayons vraiment de faire notre plateau pour évoquer ce problème de code électoral. C'est entendu. Le État général a pris note. Parce que nous sommes partis de l'ONEL. Vous connaissez les combats du SDF. Parce que les gens pensent que le combat du code électoral commence au lendemain de l'élection présidentielle. Le SDF est dans ce combat depuis plusieurs années. Et nous continuons vraiment à mener ce combat. Ce que je demande à mes militants, aux militants du Social Democratic Front, c'est d'être serein, de ne pas céder à la provocation et que d'ici quelques jours, nous allons relever la barre. Alors, vous parlez quand même des chiffres du code électoral et de tout ce que vous avez évoqué. Je voudrais quand même remarquer qu'en 1997, le SDF avait 43 sièges à l'Assemblée, 22 sièges en 2002, 16 sièges en 2016, 18 en 2013. Et puis, ça a commencé à chuter au fil des années. C'était pratiquement le même code électoral. Donc, vous avez quand même pu engranger un certain nombre de victoires malgré, dans ce contexte que vous dites, que vous jugez assez difficile du fait de la concurrence du parti au pouvoir. C'est bien cela. Alors, monsieur Jean-Baptiste Atemungue, est-ce que du parti au pouvoir, hein. Est-ce que le SDF est un parti, est un adversaire coriace pour vous? Est-ce qu'il reste un adversaire coriace pour vous?
Bien entendu, c'est un adversaire historique du RDPC. Je pense, c'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas leurs seuls rivaux. Si on interprète bien les résultats des élections présidentielles, on voit très bien que une bonne partie de l'électorat du SDF est allée au MRC, peut-être une partie aussi au nouveau candidat Cabral Libi, aux jeunes. Mais toujours est-il que je ne pense pas que leur voix soit venue massivement seulement au RDPC. Et le résultat des élections présidentielles montre bien la difficulté qui attend les successeurs potentiels au sein de ce parti, parce que ce n'était plus le chairman qui était candidat, mais il a laissé à une nouvelle génération le soin de porter haut les couleurs du SDF lors de cette élection présidentielle. Et donc il faut en tirer complètement les leçons. Ça montre la difficulté que cette nouvelle génération aura à faire naître le SDF. Mais le RDPC considère que la démocratie camerounaise a besoin de tous ces partis politiques et du SDF. C'est un adversaire républicain. Nous le connaissons déjà assez, mais ça reste un adversaire redoutable parce qu'il est quand même connu. Alors, un congrès est annoncé, comme vous l'avez si bien dit. Comment est-ce qu'on l'envisage en interne, sachant qu'il y a quand même des dissensions? Les mécanismes sont clés au sein de notre formation politique et nous organisons depuis 1990 nos congrès. Et le congrès, c'est après 5 ans. Nous avons tenu un congrès en 2018, dont le prochain congrès aura lieu en 2023. C'est connu. Nous sommes comme aux États-Unis, on connaît la date de l'élection présidentielle. Ce n'est pas comme les autres partis politiques, comme le parti qui est en face de moi, qui ne connaît pas quand est-ce que le congrès aura lieu. Donc le congrès du SDF aura lieu, qui est un congrès ordinaire, aura lieu en 2023, février 2023. Et au cours de ce congrès, nous allons renouveler le comité exécutif national. Et pour renouveler le comité exécutif national, tout militant en règle a le droit d'être candidat à tous les postes. Ce que nous trouvons aujourd'hui, c'est de la gesticulation. Les candidatures ne sont pas encore ouvertes. Et c'est le secrétaire général qui, par un communiqué, doit annoncer l'ouverture des candidatures. Nous ne l'avons pas encore fait parce que le mécanisme n'est pas encore enclenché. Donc, le SDF est la seule formation politique qui tient régulièrement ses congrès et qui tient régulièrement les réunions de son comité exécutif national. Parlons d'avenir. Est-ce que vous envisagez, par exemple, de prêter votre marque à un parti, la marque SDF, ou alors de prêter votre marque au candidat d'un autre parti, si tant est que vous êtes quelque peu essoufflé sur le terrain politique? Vous pourriez prêter votre marque, par exemple, à un candidat du MRC? Notre marque, c'est quoi? Le MRC, c'est le MRC, le SDF, c'est le SDF. Est-ce que vous pourriez envisager, par exemple, une alliance avec ce parti-là? Nous avons notre parti politique et nous avons notre idéologie. Leur idéologie, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer notre idéologie? Tout à l'heure, je parlais avec mon ami Atémé, je suis de gauche. Eux, ils sont de d'où? Vous pouvez m'expliquer? Donc, il n'y a aucune alliance possible avec ce parti-là? Pour nous, nous sommes des libéraux. Pour nous, SDF. Nous ne sommes pas socialistes. Pour nous, SDF, comme vient de le dire, nous sommes un parti membre de l'Internationale socialiste et nous défendons le fédéralisme. Eux, ils défendent quoi? Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'eux, ils défendent? Nous avons un programme que nous vendons aux Camerounais. Bien sûr que l'offre aujourd'hui n'est pas encore achetée, mais nous pensons qu'un jour ou l'autre, ça doit arriver. Et c'est ça la marque du SDF. Et nous restons dans cette position. Et je crois que les militants du SDF sont très conscients que ça, c'est la position de notre formation politique. Et tout est décidé au Congrès. Ce n'est pas un individu qui prend des décisions à n'importe quel niveau pour dire ce que le parti doit faire. Nous sommes un parti démocrate. Je crois que c'est une hypothèse et une éventualité qu'il ne faut pas exclure. C'est d'autant plus que au MRC, il y a beaucoup d'anciens cas du SDF. On a cité tout à l'heure un bon nombre. Est-ce que vous pensez qu'il y a des tractations de coulisses et il y a bien une tendance pour que la marque SDF soit prêtée à un candidat MRC?
Une tendance au SDF qui de plus en plus se rapproche de certains cas du MRC. Ce n'est pas exclu. Sur le plan idéologique ou alors puisque ceux qui étaient au SDF sont allés au MRC en connaissance de cause et ils ont partagé la même idéologie au SDF, je pense qu'ils peuvent aussi implémenter la même idéologie au MRC. En tout état de cause, on voit très bien qu'il y a un bon nombre de cadres dirigeants du MRC qui viennent du SDF et qu'il y a une tendance aussi au SDF. Relevez aussi que ces cadres sont aussi partis du MRC ailleurs. Une tendance de cadres qui sont repartis. Une tendance de cadres qui sont tentés de suivre, peut-être pour les ramener, en tout cas de suivre leurs militants évadés au MRC. Donc, et comme le MRC, avec sa radicalité, est en phase avec une certaine opinion, il n'est pas exclu que demain, puisqu'ils n'ont pas d'élus, et qu'au MRC, s'ils veulent présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025, il faudrait bien qu'ils passent par un parti politique qui a un candidat, un élu au moins sur le territoire national. Donc ce n'est pas exclu. Et je crois que derrière les batailles au sein du SDF, on sent très bien de succession, on sent très bien qu'il y a une tendance qui tire les leçons de certains échecs récents, des hésitations face à la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais qui voudrait rester républicaine, cette tendance, mais il y a aussi une tendance qui peut-être, par réalisme politique, pour survivre, comme avait dit le président Kodogon, peut s'accrocher même à un serpent, qui pourrait s'accrocher au serpent MRC. Alors pour finir, monsieur le secrétaire général du Social Democratic Front, quel est le langage que vous allez utiliser désormais face à l'électorat? Le pardon, d'accord, ils ont déjà entendu, on a déjà entendu ce message-là, mais qu'est-ce que vous allez leur dire, sachant qu'aujourd'hui, on leur vend la violence, on leur vend un certain nombre d'idéologies. Qu'est-ce que vous allez vendre? Les statuts de notre formation politique est clair. Nous voulons conquérir le pouvoir par les urnes. Voilà la décision que nous avons adoptée à notre congrès au lendemain de l'élection présidentielle, dont nous ne sommes pas pour l'insurrection ou quoi que ce soit. Ça doit être clair. Le SDF veut conquérir le pouvoir par les urnes. Et le SDF n'est pas un parti collabo de X ou de Y. Nous avons notre idéologie. Ni ses militants. Ni ses militants. Ni ses militants. Vous pouvez jurer la main sur le cœur que vos militants ne sont pas des collaborateurs? Je ne peux pas le jurer. Vous savez que nous sommes dans une formation politique avec des millions de militants. Il peut y avoir des brebis galères X ou Y. Mais je donne la position du parti en tant que secrétaire général et qui est la position ferme de notre formation politique. Nous sommes une formation politique qui veut conquérir le pouvoir dans les années qui suivent. Et c'est notre objectif. Et nous ne faillerons point. C'est noté. Je crois que c'est une bonne position, c'est d'autant plus que c'est à leur avantage, puisque quand d'autres tendances plus radicales sont apparues depuis quelques années, il y avait comme un défi. Parce qu'au MRC, certains cadres disaient « nous ferons mieux, nous allons faire plus que ce que vous avez fait, ce qui vous a dépassé, nous on le fera ». Et au SDF, on avait tendance à dire « on verra bien ». Et je pense qu'au SDF, ils peuvent Vous voulez dire que le SDF boit du petit lait aujourd'hui en voyant... Effectivement, en voyant que ceux qui leur donnaient des leçons, qui pensaient faire mieux qu'eux, je crois qu'ils sont aujourd'hui dans une position plus difficile politiquement que le SDF. Et ça, ils peuvent le dire à leurs militants à nouveau. Revenez, nous avons une expérience longue et les batailles à venir sont républicaines. C'est entendu. Marquons une pause dans cette édition de Scène de presse pour retrouver ce zooming que nous propose Télésphore Babizo, qui nous parle par exemple des sanctions qui sont infligées à tous ceux qui se rendent coupables de discours haineux. Un emprisonnement ferme d'1 à 2 ans comme peine privative de liberté, de 300 à 3 millions de francs comme amende. C'est le tableau des sanctions à prendre à l'encontre des auteurs des propos de haine inspirés de la religion et de la tribu. D'ailleurs, la sanction liée à l'outrage à tribu passe du simple au double quand les coupables sont des leaders et même des prescripteurs d'opinion. Il s'agit des fonctionnaires, des journalistes
des responsables des formations politiques et des membres de la société civile. La loi ne leur prévoit aucune forme de circonstance atténuante en cas de dérive. Solliciter la moindre clémence suite à des bavures énoncées par les leaders d'opinion est de l'ordre même de l'irrecevable. Cette sévérité provient des atteintes du discours de haine contre la consolidation de l'unité nationale. La secte islamiste Boko Haram puise dans des considérations ethniques, tribales et surtout religieuses pour recruter des adeptes et semer mort et chaos sur son passage. Dans les deux régions d'expression anglaise, les moteurs à conflit agitent la fibre ethno-linguistique pour entretenir la séparation et l'instabilité. C'est à ce niveau que rentrent justement les leaders d'opinion. Leur voix compte et est à même de faire peser la balance de l'opinion publique vers des valeurs négatives, notamment des emballements dits de troubles à l'ordre public et d'autres formes d'escalade. Les leaders d'opinion ont donc besoin de se saturer de recul et de pondération avant toute prise de parole publique pour éviter de diffuser une haine éventuelle. Ils ont le pouvoir de faire et de défaire. Les climats de tension et d'hostilité se dressent en obstacle sur la voie du développement. Le contexte de la pandémie du virus à couronne envenime les incitations à la haine, basées sur le clan, la tribu, la religion et même la langue. Cette situation encourage les replis identitaires autant qu'elle alimente le rejet de l'autre. Or, la notion de diversité, loin de tout slogan, n'a de pertinence que dans la tolérance et l'inclusion. Elle exige d'assainir les réseaux sociaux. Merci Télésphore Babizo. Vous l'avez compris, nous abordons la partie décryptage de cette édition de Scène de Presse et nous recevons M. David Abouem Machoyi qui est membre de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir madame. Bonsoir M. Ndiema. Bonsoir. Albert Ndjembonde, chef du service politique au poste national de la CRTV. Bonsoir, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur le plateau de Scène de Presse. Good evening, bonsoir, ravi d'être là ce soir. Alors après ce zooming de Télésphore Babizo, David Abouem Machoyi, Monsieur le ministre, la question que moi je voudrais vous poser, c'est de circonscrire quelque peu ces manifestations de discours haineux dont on parle avant que nous n'entrions dans les détails. Merci madame. Je crois qu'il faut commencer par dire ce qu'est le discours de haine. Peut-être pas une définition, mais une description. Le discours de haine, c'est une forme d'expression et un ensemble de manifestations qui tendent à inciter, promouvoir, justifier, propager, légitimer le sentiment de dénigrement, la discrimination, l'intolérance, l'exclusion, le rejet. Tout cela à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison, ça c'est le plus important, de son origine ethnique, de sa race, de son âge, de son sexe, de son statut, par exemple s'il est intellectuel ou s'il est riche, etc. Donc, c'est cet ensemble c'est cette forme d'expression. Mais par expression, il ne faut pas voir simplement les propos utilisés de façon orale ou des propos utilisés dans la presse de façon écrite. Il y a ce que les spécialistes appellent des antilocutions. Les attitudes et les comportements sont parfois vecteurs de discours de haine. Je donne un exemple. Si quelqu'un est directeur de ressources humaines dans une société, il recrute des gens sur la base de l'origine ethnique ou de la croyance religieuse ou des affiliations politiques au détriment du mérite, ça c'est important, c'est un discours haineux. La même chose, si vous, madame, demain, vous êtes ministre des Affaires sociales et vous distribuez les avantages aux gens de votre ethnie ou de votre religion ou de votre parti politique au détriment du mérite, en excluant les autres, bien qu'ils soient
parfois plus méritants. En clair, le tribalisme est une forme de haine. Le tribalisme en tant que manifestation agressive qui exclut l'autre, oui, c'est une forme de discours de haine. Oui, exactement. Alors, où est-ce que comment est-ce qu'il se manifeste? Vous avez parlé tantôt du discours verbal lorsqu'on parle, mais on a de plus en plus l'impression au Cameroun que c'est l'espace où il est le plus exacerbé, c'est dans les réseaux sociaux. Oui. Au Cameroun, l'espace où on le rencontre le plus fréquemment, c'est dans les réseaux sociaux pour des raisons manifestes, puisque là, on peut être anonyme et puis n'importe qui, on n'a pas besoin de payer, il suffit d'avoir un téléphone et Internet pour dire ce que l'on veut, parfois sous anonymat. Premièrement. Deuxièmement, notre réglementation ne permet pas de sanctionner, d'abord de repérer quels sont les auteurs de ce discours haineux, puis de les sanctionner. Ensuite, les gens qui se livrent à ce genre d'exercice dans les réseaux sociaux sont des gens qui n'habitent pas uniquement au Cameroun, ils résident dans différents pays, ce qui fait que la palette de ceux qui peuvent intervenir est extrêmement large. C'est pour ça qu'on a cette impression. Mais au Cameroun, il faut savoir que le discours haineux s'articule généralement autour de l'origine ethnique, autour de la religion, voyez ce qui se passe dans l'extrême, ou plutôt d'une forme de religiosité, voyez ce qui se passe dans l'extrême nord, autour de l'origine géographique, voyez ce qui se passe dans certaines régions du Cameroun, ou autour des affiliations politiques. C'est entendu. Albert? Maintenant, Monsieur le ministre, les discours ne peuvent pas commencer aujourd'hui. Nous avons vu, par exemple, aux années 90, quand on parle de Bamenda, on parle de Kamnogo. Est-ce que, à la fin, la conscience collective nationale et surtout les autorités n'avaient pas minimisé l'ampleur de ces propos-là qui, aujourd'hui, ont pris une autre ampleur à cause des réseaux sociaux? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pouvait commencer à lutter dès ces années-là où on avait l'impression que c'était d'une mesure moins grave? Je ne suis pas sûr que ce fût le discours haineux. Vous savez, il y a toujours eu, entre les différentes communautés camerounaises, un certain nombre de termes que l'on utilise pour désigner l'autre. Dites à madame, par exemple, si sa mère disait « je vous fia ». Bon, mais ça, c'était sur le ton de l'amusement, on badinait. Ce n'était pas sur un ton agressif. Et ça ne voulait pas dire qu'on va éliminer les gens qui sont de cette origine-là. La preuve, nous n'avons pas été éliminés. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a l'impression que derrière les termes qu'on utilise, il y a non seulement une agressivité, un dénigrement, une exclusion, mais il y a surtout une forme de menace qui peut être verbale, qui peut être virtuelle ou réelle. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce déchaînement de haine aujourd'hui? Est-ce que ce sont les frustrations politiques et sociales? Est-ce que ce sont des compétitions politiques? Qu'est-ce qui explique ce déchaînement? Alors, je crois que si on réfléchit bien à ces phénomènes, oui, il y a les frustrations politiques, mais il y a aussi la désespérance de la vie, les déboires de la vie. Les gens qui espéraient avoir un certain nombre d'avantages, qui ne les ont pas, on trouve facilement un bouc émissaire. C'est parce que tel est au pouvoir que moi je ne peux pas avoir ceci. Ça, c'est la théorie du bouc émissaire. Il y a l'ignorance, parce que si, par exemple, nous connaissions tous l'ethnologie du Cameroun, l'histoire du Cameroun, cette histoire d'instrumentalisation de l'ethnie, on verrait tout de suite qu'elle n'a pas de sens. Puis, il y a l'égoïsme. Parfois, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont quelque part, ils n'aiment pas partager.
Et les autres disent, mais tant qu'il est là, moi, je n'aurai jamais rien. Et il y a aussi les difficultés, les prétentions diverses. Vous avez parlé des prétentions économiques, mais il y a aussi des prétentions, des prétentions politiques, mais il y a aussi des prétentions économiques, des prétentions à l'hégémonie, des prétentions. Il y a diverses prétentions. Donc, on peut expliquer la résurgence par ce faisceau d'éléments. Surtout que dans cette compétition pour le bien-être ou pour les ressources deviennent très rares. Et les gens sont très regardants sur la manière dont les ressources sont partagées, dont le gâteau national est partagé. Et voyez, par exemple, je suis les émissions sur vos antennes. Voyez le nombre de départements qui demandent à avoir un ministre, un ambassadeur, un directeur général, etc. Chacun veut avoir sa part du gâteau. Parce que les gens estiment que, devant les difficultés économiques ou sociales, ce n'est que quand on passe, par exemple, par quelqu'un que on est quelqu'un. Comme on dit, quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Mais, et tout cela dans un environnement plutôt contraint sur le plan économique. Même avant le Covid-19, les ressources ne sont pas extensibles à l'infini. Donc, le partage, généralement, pose problème. Et parce que tout le monde ne peut pas y avoir accès. Ceux qui n'y ont pas accès trouvent un bouc émissaire et se réfugient dans une forme de révolte muette ou de protestations à travers les réseaux sociaux qui deviennent alors un déversoir des frustrations, des haines, des déboires, des déceptions. Vous avez parlé tantôt du tribalisme. Je voulais aller encore un peu plus loin en parlant de la gouvernance. Les jeunes de plus en plus demandent plus d'opportunités. Peut-être c'est la tendance mondiale, mais au Cameroun, on s'est dit que quand on réussit et l'autre ne réussit pas, ça amène la jalousie, ça amène beaucoup à poser les questions. Tant qu'il n'y a pas les opportunités pour les autres, il y a forcément les discours de haine. Oui, c'est à peu près ce que nous disions tout à l'heure. Les opportunités sont forcément limitées. Et parce qu'elles sont limitées, tout le monde ne peut pas y avoir accès. Mais votre question est très intéressante parce que beaucoup de jeunes estiment que ce n'est pas le mérite, ce n'est pas le travail qu'il fait qu'on accède à ces opportunités. C'est justement soit le tribalisme, soit le réseau, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, je pense, avec le parcours que j'ai eu, je pense que ce n'est pas vrai. Mais beaucoup de gens y croient. Et ils imputent donc leur exclusion ou leur échec à ce genre de situation. Est-ce qu'on peut se demander, vraiment en regardant les Camerounais droit dans les yeux ce soir, est-ce que quelqu'un qui a fait tout ce parcours, il a terminé son lycée, il a terminé l'université, il a une licence, il a, je ne sais pas moi, un master, il n'arrive pas à travailler, il a peut-être de bonnes notes, et il a en face quelqu'un qui n'a pas le même parcours, peut-être qui n'a pas les mêmes notes, et qui roule carrosse, qui travaille quelque part, je ne sais pas où. Est-ce qu'on peut comprendre que cette personne-là tienne justement un discours haineux? Est-ce que le contexte actuel ne favorise pas on peut le comprendre. Ce discours? On peut que tout à l'heure, je parlais du partage, je parlais de la justice, je parlais de l'équité dans le choix. Si quelqu'un qui a fait le parcours que vous avez décrit avait la conviction que celui qui roule carrosse roule parce qu'il est meilleur que lui, il n'aurait pas de discours haineux. Mais il n'a pas cette conviction. Il a plutôt la conviction contraire. Il dit que c'est grâce à un escalier ou à un ascenseur qu'il a pu arriver là, alors que lui, qui serait peut-être plus méritant, n'a pas pu y arriver. Il y a le discours haineux, mais il y a aussi, Albert, il y a également la xénophobie. Oui, justement. On parler autour de cette campagne. Dans le contexte camerounais, la xénophobie, vous la mettez sur quel plan? Alors,
le président de la République a donc prescrit à la Commission de mener une campagne contre le discours de haine et contre la xénophobie. Et le président de la Commission, M. Peter Mafel-Musonge, a lancé cette campagne le 5 mars dernier par une conférence de presse à laquelle j'avais d'ailleurs vu un certain nombre de vos journalistes. La xénophobie dans le contexte camerounais ne veut pas dire la haine de l'étranger ou la peur de l'étranger, étranger étant compris ici comme non national. C'est le refus de s'ouvrir, la peur de l'autre qui n'est pas de la même origine que soi, et de la même origine ethnique ou de la même communauté. C'est le refus de s'ouvrir, de partager sa culture, de l'accepter comme ou de tolérer ce qu'il fait que vous ne connaissez pas, etc. Mais c'est aussi parce que parfois on oublie cet aspect. C'est aussi le fait pour des compatriotes qui ont été accueillis quelque part, donc qui ne sont pas ressortissants de cette communauté-là, c'est aussi le fait pour eux de refuser de les intégrer, de dénigrer la communauté dans laquelle ils ont été accueillis, de refuser de s'ouvrir à leur culture, d'être intolérants à l'égard de ce qu'ils font. Les deux peuvent s'interpréter comme... Vous avez ajouté ceci, et je voudrais que vous le confirmiez, c'est aussi le fait pour une communauté qui est accueillie de dépouiller la communauté autochtone. La xénophobie, c'est aussi revêt également ce visage-là. Mais vous savez, il y a de se croire supérieur à c'est là que je parlais de dénigrer. La communauté qui vous accueille. Le risque, c'est que dans certaines communautés, les ressortissants de cette communauté se retrouvent des étrangers chez eux demain. Et ça, il faut l'éviter. C'est aussi un élément que moi j'interprète comme la xénophobie, parce que vous refusez d'accepter ce que vous avez trouvé là et vous voulez le remplacer. Malheureusement, ces symptômes sont beaucoup plus vus dans le sphère politique. On a vu avant et pendant la campagne de l'élection présidentielle, on a vu pendant les élections jumelles, ces discours de haine se manifestent beaucoup plus quand on parle politique. Malheureusement, la politique influence tout. La politique parfois nous amène à tout. Puis encore, ça vient de ceux qui doivent prêcher, par exemple. Ceux qui, peut-être par leur aura, pouvaient nous aider à tuer ces phénomènes-là. Malheureusement, quand vous regardez certains débats dans les télévisions, quand vous regardez certains les clashs par médias interposés, vous voyez que forcément ceux qui devaient nous aider à prêcher par exemple ne le font pas. C'est un véritable challenge pour la Commission. Oui, je crois qu'il faudrait voir le problème dans son ensemble. Lorsque vous parlez des acteurs du discours de haine, il n'y a pas que le domaine politique. Vous avez tous ces illuminés qui, au nom d'une religiosité, veulent imposer leur manière de croire à tout le monde. Vous avez bien sûr ceux qui sont fanatisés par leur doctrine politique et qui excluent ceux qui ne pensent pas comme eux, et les autres se rebiffent aussi et les excluent. Vous avez un certain nombre de personnes qui, par exemple, qui sont fanatisées par le refus de considérer les autres comme eux-mêmes. Mais pour répondre précisément à votre question, je crois qu'il faut analyser cet aspect de la question de manière sereine. Parce que ceux que l'on accuse de tenir un discours de haine estiment qu'ils ne tiennent pas un discours de haine. Ils s'en défendent. Et bien, maintenant, il faut les convaincre que leur discours est haineux, pas à travers les définitions que nous avons données. Mais je crois que le plus important pour nous, justement, et ce sera là l'un des objets
notre commission, de notre campagne de communication que le chef de l'État a prescrite. Le plus important pour nous, c'est de dialoguer avec tous ces gens. Il faudrait que nous puissions nous parler avec eux. Et personnellement, j'ai toujours conseillé que, au lieu de critiquer, de dénigrer, d'exclure, de jeter l'anathème, de donner, comment dire, de stigmatiser, il faut dialoguer. Parce que quand on se parle, on se comprend mieux. Quels sont les risques aujourd'hui? Quels sont les risques sur la cohésion nationale? Est-ce que les phénomènes de discours haineux et de xénophobie sont tels qu'aujourd'hui, ils représentent un risque sur la cohésion nationale? Je crois que nous avons les leçons de l'histoire. Et nous avons vu, rien qu'au XXe siècle, un certain nombre de phénomènes de discours de haine qui ont été annonciateurs de crimes, des atrocités, etc. Si je ne prends que l'Afrique, vous voyez le Rwanda, la Sierra Leone, le Libéria, et si on va plus loin, vous avez la Bosnie, vous avez le Cambodge, et encore plus loin, vous voyez, vous avez l'Allemagne nazie. Alors, il ne faudrait donc pas minimiser, attendre que la cote d'alerte soit dépassée. C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas encore péril en la demeure. On ne peut même pas parler de montée de péril. Mais la menace est réelle et il faut éviter qu'on arrive justement, qu'on atteigne la cote d'alerte où il peut y avoir un basculement. Justement, vous parliez de tirer les leçons de l'histoire, vous avez parlé du Rwanda. Et je voudrais vous inviter à regarder ce reportage que nous avons réalisé en 2018. Je voudrais vous amener au mémorial du génocide à Kigali pour que les Camerounais puissent voir ce que le discours de haine, ce que la haine de l'autre, ce que la xénophobie peuvent causer au sein d'un pays. Regardez plutôt. Mémorial du génocide à Kigali au Rwanda. Ici reposent 250 000 personnes tuées par la haine tribale. Comme le démontrent ces archives, tout commence avec l'arrivée du colon belge. Il trouve un peuple uni, mais le divise en faisant valoir la suprématie Hutu. Les gouvernements qui se succèdent, et particulièrement celui de Juvenal Habyarimana, perpétuent l'idéologie de la suprématie Hutu sur les Tutsis. Tout leur est refusé. Persécutés, les Tutsis s'exilent. On en compte 700 000 hors du pays. Le retour au Rwanda leur est interdit, malgré les accords d'Arusha qui appellent à la formation d'un gouvernement élargi au FPR et au retour des réfugiés. Au contraire, le gouvernement en place planifie le génocide de ceux qu'il qualifie de cafards. Des armes blanches, légères et lourdes sont fournies à la milice gouvernementale Interamwe, formée pour tuer 10 000 Tutsis en 20 minutes. Les hégémonies Hutus sont publiées. La radio-télévision des Mille Collines assure la propagande. Le 7 avril 1994, les génocidaires passent à l'action. Une image vaut 1000 mots. Le calvaire dure 3 mois. Ces enfants pleins de vie sont tous assassinés. Ces hommes et femmes sont tous exécutés. De certains d'entre eux, il ne reste que ces ossements humains. Le Rwanda sent la puanteur de la mort. L'ONU rappelle ses troupes. Le silence de la communauté internationale est assourdissant. Mus par une folie meurtrière, les génocidaires Hutus sont sans pitié pour les Tutsis. Ils sont traqués partout, même dans les églises. Sur le carreau, plus d'1 million de morts. Voilà où peut conduire la haine tribale. Monsieur le ministre, le Rwanda parle-t-il au Cameroun? Je crois que le Rwanda nous alerte, le Rwanda nous avertit. J'étais au Rwanda avant le génocide, parce que j'ai un peu travaillé au Rwanda et au Burundi, où j'ai vécu ces rivalités entre ces deux ethnies. Je crois qu'il faut faire attention.
Vous savez, ça a commencé après l'indépendance, puis dans les années 70, et puis petit à petit jusqu'à atteindre le climax, comme c'était en 94. Effectivement, c'est pour ça que nous devons lancer cette campagne pour dire aux Camerounais, attention, nous avons un idéal commun à bâtir, et nous devons nous considérer comme des compagnons de service, et le Cameroun a forcément une identité plurielle, c'est notre marque de fabrique dans le concert des nations. Il faut que nous nous mettions ensemble et que nous dépassions toutes ces différences par le dialogue, par la concertation, par l'amour, etc. Monsieur le ministre, toute la commission dans son ensemble, je pense, ne fait pas 100 personnes. Comment comptez-vous vous déployer sur le terrain pour avoir l'impact que, j'imagine, vous attendez? Alors, dès que nous avons reçu les très hautes instructions du chef de l'État, notre président a organisé la réflexion au sein de la commission. Nous ne sommes que 15, plus le secrétaire général, donc 16 personnes. Et nous avons organisé la campagne en 3 grands volets. Premièrement, un volet stratégique qui doit nous permettre d'avoir une vision. Quand nous parlons de discours de haine, qu'est-ce que ça signifie? Quels en sont les contours? Il faut approfondir la recherche. Comment en sortir? Quelles en sont les manifestations? Quels en sont les acteurs? Comment en sortir? Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il surgit? Qu'est-ce que nous risquons si nous continuons sur cette voie-là? C'est pour ça que nous avons dit qu'il faudrait inviter des experts, des professeurs d'université, des chercheurs, au cours d'un colloque scientifique qui sera organisé au mois d'avril, dans quelques semaines donc. Donc ça, c'est la vision stratégique. La deuxième vision est curative. Nous nous sommes dit, on ne va pas attendre de savoir ce que tous ces experts vont nous dire. Il faut que nous commencions déjà à agir. Alors, dans l'approche curative, la Commission va organiser des campagnes d'information, des campagnes de sensibilisation dans les 10 régions du Cameroun. Quelle est la place que les responsables des partis politiques occupent dans cette campagne, sachant que les partis politiques sont aussi des vecteurs des discours de haine et de xénophobie? Vous m'amenez à parler du deuxième volet de cette approche curative. C'est le fait de bâtir des coalitions. Nous voulons bâtir des coalitions contre le discours de la haine et contre la xénophobie. Nous aurons des organismes publics tels que le CNC, la Commission nationale des droits de l'homme, l'Atlantique, ainsi de suite. Nous aurons des structures privées telles que les organismes professionnels, l'Association professionnelle des journalistes. Nous aurons à bord des partis politiques. Nous aurons des ONG qui militent déjà dans ce domaine. Parce que notre campagne va durer 3 mois, mais vous doutez bien que ce n'est pas en 3 mois qu'on va terrasser l'hydre qu'est le discours de haine et que sont le discours de haine et la xénophobie. Il faut donc que le mouvement continue, se perpétue et jusqu'à ce qu'il modifie les comportements des Camerounais de façon durable et j'allais dire définitive. Donc nous allons bâtir cette coalition-là. Nous allons aussi non seulement encourager les auteurs des discours haineux à changer de langage, nous allons, dans un autre mouvement, interroger le cadre normatif. Vous savez que il y a un certain nombre d'instruments auxquels le Cameroun a souscrit, que nous avons ratifiés, qui parlent du discours haineux, mais nous avons surtout un cadre juridique interne, par exemple l'organisation des partis politiques dont vous avez parlé, des associations religieuses, des associations caritatives, des OSC. Il faudrait que nous interrogions ce cadre normatif. Est-ce qu'il appelle des réaménagements? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut améliorer dedans? Et sur ce plan-là, le plan, j'allais dire, curatif,
nous avons le code pénal. J'ai suivi dans la belle introduction que vous avez faite là, l'article 241 du code pénal dont votre confrère a parlé, je n'y reviens pas, qui sanctionne sévèrement les discours qui portent, celui qui tient des discours de haine ou procède à des incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance ethnique. Donc, j'imagine que dans votre... Ensuite, ça c'est le deuxième volet. Le troisième volet, c'est le volet préventif, parce que notre mission, c'est de promouvoir le bilinguisme, le multiculturalisme dans l'optique de maintenir l'unité, la paix et la volonté de vivre ensemble des Camerounais. Donc c'est permanent. Nous devons mener une action préventive pour armer moralement et civiquement les citoyens camerounais et prémunir les jeunes. Prémunir les jeunes, justement. Tout à l'heure, dans les coalitions, je n'ai pas cité tout le monde, il y a toute la communauté éducative, parce que c'est au niveau des jeunes, au niveau de l'éducation, que nous pouvons vraiment réussir à remodeler un citoyen tel que la nation camerounaise le mériterait. J'imagine que vous n'avez pas oublié ceux qui s'estiment écartés, ceux qui pensent qu'il faut plus d'inclusion. Vous pensez à qui? On voit peut-être, par exemple, sur les réseaux sociaux, la plupart de ceux qui sont sur les réseaux sociaux pensent que c'est leur seule voie de s'exprimer. D'accord. Ceux qui s'estiment être délaissés pour compte. Ceux qui estiment être délaissés pour compte. Par exemple, la diaspora. La diaspora, oui. Vous savez... vous vous demandez si nous nous déporterons vers la diaspora? Ou peut-être trouver les voies et moyens pour dialoguer et communiquer avec eux? Oui, je crois qu'il y a déjà au niveau du gouvernement un certain nombre de tentatives, non, de réalisations qui sont faites. Il y a eu le forum de la diaspora, le FODIAF, il y a quelques temps. J'ai d'ailleurs été vice-président, même président d'un des ateliers. Il y a un moyen pour nous de dialoguer avec la diaspora. C'est très important d'évoquer ces problèmes parce que justement, dans les coalitions que nous devons bâtir, il nous faut des relais dans chacune des principales zones géographiques où se trouvent des Camerounais. Parce que ces dialogues, ces discours-là peuvent être à l'origine de la violence, des conflits et peut-être... provoquer un basculement comme ce que vous venez de montrer tout à l'heure. Mais nous en sommes encore loin, Dieu merci. Parce qu'on n'oublie pas surtout l'impact de cette diaspora dans les multiples crises que nous avons. Oui. La diaspora a un grand rôle dans les multiples crises, surtout les crises... l'agitation post-électorale et la crise dite anglophone, la diaspora a un rôle très important. Et je crois qu'il faudrait que, non seulement au niveau de la Commission, mais là je parle avec mon cœur, j'allais dire avec mes tripes, pour parler vulgairement, il faudrait que l'État du Cameroun ait des mécanismes de dialogue permanent avec sa diaspora. Parce que certaines de ces personnes ne sont pas fondamentalement ou foncièrement mauvaises. Elles veulent simplement être écoutées. Elles veulent qu'on tende l'oreille, qu'elles s'expriment. Et si elles ont tort, qu'on leur dise non, ici vous avez tort. C'est pas comme ça. Vous n'avez pas l'information, etc. Et je crois que ce dialogue-là, il devrait être non seulement épisodique, comme ce que nous faisons maintenant, mais permanent. Et il faudra que nous tous nous approprions de cette vision de la Commission pour que votre mission soit vue comme la mission de nous tous. Je crois que notre souhait vraiment au niveau de la Commission est que tout le peuple camerounais adhère à cette lutte et s'approprie ces valeurs d'union, de coexistence pacifique, de tolérance, d'ouverture, de multiculturalisme. Parce que nous n'avons que ce Cameroun, nous n'avons pas un autre pays. Comment est-ce que vous allez procéder, Monsieur le ministre? On l'a dit, généralement, c'est derrière son smartphone qu'on envoie un certain nombre de messages haineux. Parfois, vous l'avez dit, en ce qui concerne la xénophobie, ce sont des gens qui ont été accueillis dans une communauté, qui spolient cette communauté, qui estiment que cette communauté est inférieure
à la leur. Comment vous faites pour leur faire passer un message contraire, un message d'amour, un message de patriotisme, un message de... Alors, il faut dans ce cas-là construire un contre-discours. Il faut construire un contre-discours et aller vers eux et discuter avec eux et leur montrer, grâce à ce contre-discours, que leur discours n'est pas le bon. Non pas que nous soyons des moralisateurs, mais simplement parce que, au crible de la vérité, de la justice et de l'équité, leur dire, vous voyez, par rapport à ces valeurs fondamentales qui sont reprises dans notre Constitution, la dignité humaine, etc., au crible de ces valeurs-là, nous pensons que vous n'êtes pas dans la bonne voie et que vous devez revenir dans la bonne voie. Mais nous serons prêts à les écouter aussi, parce que s'ils ont des arguments, il nous faudrait construire des contre-arguments. C'est pour ça que ces coalitions dont je parlais sont très importantes, parce que les membres de la Commission n'ont pas la science infuse. Et ces coalitions-là vont comporter pratiquement toute la palette des organisations sociales, économiques et politiques du Cameroun. C'est noté, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour retrouver Daniel Menanga et les unes du lundi. Bonsoir Daniel. Bonsoir Lucrèce, bonsoir au panel, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner la primeur de ce que vous retrouverez dans les kiosques ce lundi. Nous commençons avec l'économie report et cet ultimatum. Le Cameroun risque une suspension de l'ITIE. Le pays a jusqu'au 31 mars 2021 pour publier son rapport son rapport 2018 selon le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et puis, cette annonce en pied de page depuis le week-end, décès de Félix Etoundi, Finex Voyage porte le deuil. C'est à lire en page 5, Continental Info, Cameroun RC a une station suivie pilote installée à Garigombo. À l'initiative de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, CSPH, cette infrastructure a pour objectif le renforcement des liens de coopération commerciale entre les deux États. Au cours de son inauguration le 12 février 2021, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, par ailleurs président du conseil d'administration de cette structure, a annoncé pour bientôt le lancement des travaux de construction de nouveaux centres emplisseurs à gaz dans des zones inaccessibles. The Guardian Post daily says, despite security challenges, COVID-19, African Development Bank upbeat about Cameroon's economic recovery, and the Orion governing Cameroon, details on page 6 to 7. Eco-Matin, conflit ordonnateur comptable public, le rappel à l'ordre du directeur général du Trésor. En pied de page, financement de la bourse sous-régionale. La bourse sous-régionale prend des couleurs. En sous-tribune, aviculture, le prix du poulet en hausse à Yaoundé. Le quotidien parle de développement inclusif et participatif à la commune de Yaoundé 2 et relaie le credo du maire Haïti. Puis au rez-de-chaussée, modernisation des aéroports du Cameroun, une nouvelle centrale d'énergie ultra moderne en Simalène, défi actuel sur le climat des affaires, CBF. L'exécution des réformes piétine au terme des 5 mois fixés pour la mise en œuvre des résolutions du Cameroun Business Forum, CBF. Adopté le 22 octobre 2020, bon nombre de mesures prises ne sont pas appliquées. Éco-santé, prise en charge du Covid-19, le MinSanté implique la pharmacopée traditionnelle. Manaouda Malachi, en concertation avec les promoteurs et acteurs de la médecine traditionnelle, jeudi dernier, a affirmé que la contribution de la médecine traditionnelle a permis d'atténuer et d'amoindrir le pourcentage des malades présentant des formes graves. Intégration, toujours à propos du Covid-19 au Cameroun, ce qui est vrai, ce qui est faux. Le choc sanitaire provoqué par le coronavirus sert de marchepied aux rumeurs fondées et infondées. Puis, nouvelle coupure BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale. Polémique sonnante
et trébuchante. Cameroun Tribune nous parle de la réinsertion des ex-combattants, les grands moyens, 1,5 milliard de francs CFA. C'est le coût du futur centre d'accueil en construction à Tiko, c'est dans la région du Sud-Ouest, et dont la première pierre a été posée samedi dernier par le coordonnateur national, Fayengo Francis. L'infrastructure va accueillir plus de 300 personnes. Puis, nécrologie encore, Bernard Djonga, l'hommage de la nation à lire dans les colonnes du quotidien national bilingue ce lundi. Ladies News, toujours concernant les obsèques, cette fois de Jonas Kouamouo. L'hommage de la nation à un valeureux acteur politique inhumé ce week-end à Bamena, dans le département d'Undé, à l'ouest Cameroun. Jonas Kouamouo, qui, avant sa disparition, était encore le chef de l'exécutif municipal de la ville de Mbagante, a eu droit aux hommages de la nation tout entière pour son dynamisme, sa probité et surtout sa loyauté remarquée de son vivant. Pour finir, mutation. Nkolme Seng, le mythe de Cortez, pour parler du projet financé par la Banque mondiale. La réhabilitation de la route impraticable pourrait démarrer en juillet prochain. Enfin, diocèse de Bafoussam, Monseigneur Boitier renonce. Lucrèce, il y a de quoi lire cela. Absolument. Merci Daniel Menanga. Je rappelle que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a été créée le 23 janvier 2017 et que le président de cette commission s'appelle Peter Mafani Moussongué, l'ancien Premier ministre. Il a été ancien Premier ministre au Cameroun. Et cette commission est placée sous l'autorité du président de la République. C'est pour vous permettre, monsieur le membre de la commission, de David Abouemachoyi, de terminer en nous disant ce qui va être fait concrètement par cette commission. En quelques mots, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, déjà, j'aimerais dire qu'il ne faut pas donner l'impression que le Cameroun est envahi par le discours de haine et la xénophobie. Non, il faut bien savoir raison garder. Nous avons beaucoup d'exemples vertueux. Nous n'avons qu'à considérer comment les Camerounais de cette partie du territoire et même de certaines régions du nord, de certains départements nord-ouest et du sud-ouest ont accueilli nos frères et sœurs. Nous avons des exemples vertueux d'intégration. Nous avons des discours et d'amour entre nous. Mais nous ne voulons pas que le discours de la haine prospère. C'est pour ça que nous lançons cette campagne. Et comme nous l'avons dit, la campagne va se déployer pendant 3 mois, selon les 3 axes que j'ai expliqués tout à l'heure. Et nous comptons vraiment sur tous les Camerounais, non seulement pour qu'ils adhèrent à cette campagne, mais qu'ils adhèrent aux idées que la campagne propose et que nous puissions enfin, nous tous, nous rendre compte que nous n'avons qu'un combat, édifier un idéal social meilleur pour l'ensemble des Camerounais. C'est noté, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur la CRTV. Bonsoir.